Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. André Rajoelina conserve le fauteuil présidentiel à Madagascar. Le chef de l'État a été réélu pour un second mandat avec un peu plus de 58% des voix selon la commission électorale. Une réélection d'ores et déjà contestée par l'opposition. L'inauguration au Sénégal de la Maison des Nations Unies. Le bâtiment est situé dans la ville de Diamniadio. Il doit servir de hub central pour les agences de l'ONU opérant au Sénégal et dans la région. Et puis le tirage au sort des groupes pour les qualifications à l'Afro-Basket 2025. Un tirage au sort effectué par la Fédération internationale de basketball ce 24 novembre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les élections se tiendront-elles dans les délais impartis au Soudan du Sud, alors que la prochaine présidentielle doit se tenir en décembre 2024. Le chef de la mission des Nations Unies dans le pays, Nicolas Haysom, a émis quelques doutes quant à sa tenue. Il estime que des élections libres, crédibles et équitables ne sont pas envisageables tant que des décisions critiques ne sont pas prises par les responsables politiques. Autre source de préoccupation pour le diplomate, les violences qui persistent dans un État meurtri par des années de guerre civile. Le chef de la MINUS a notamment déploré des affrontements dans la zone contestée d'Abyei, une région riche en pétrole et revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud. Les urnes ont rendu leur verdict à Madagascar. Le président sortant André Rajoelina a été réélu dès le premier tour avec 58,95% des suffrages selon les résultats donnés par la commission électorale ce 25 novembre. Des résultats qui doivent encore être confirmés par la Haute Cour constitutionnelle. L'opposition, qui avait appelé à boycotter cette présidentielle, demande son annulation. Les précisions de Philomène Tine. André Rajoelina entame un deuxième mandat en tant que président de la République de la Grande Île. Le président du parti, Tanora Gazi Vonona, a été réélu président de Madagascar dès le premier tour avec 58,95% des voix selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale malgache ce samedi 25 novembre 2023. Le taux de participation au scrutin est à peine au-dessus des 46% en baisse par rapport à la précédente présidentielle en 2018. Il n'y avait plus d'inconnus autour de l'issue de ce scrutin et de la victoire annoncée du président André Rajoelina. Pour autant, cette victoire reste malheureusement sans l'adhésion de la population et le climat délétère à Madagascar va rendre difficile les premiers pas qui vont suivre cette investiture. Pour rappel, 10 candidats de l'opposition malgache avaient appelé à boycotter cette présidentielle et avaient refusé de faire campagne. Après l'annonce des résultats, ils disent dans un communiqué ne pas reconnaître les résultats de cette élection et déclinent toute responsabilité sur l'instabilité politique et sociale qui pourrait en découler. Je pense que l'opposition est en train de réfléchir à quelle stratégie ils vont emprunter pour pouvoir dénoncer ce qu'ils estiment être un coup d'État institutionnel. Quant au président André Rajoelina qui va s'engager donc dans un second mandat, avant même de pouvoir se lancer dans les défis qui attendent le pays, il va falloir du coup atténuer cette crise par des alliances stratégiques et politiques avec les différents partis. Et il faudra aussi rassurer la communauté internationale qui s'inquiète de la situation à Madagascar. Madagascar se prépare à entrer dans un nouveau quinquennat sous la présidence d'André Rajoelina. Le président réélu a promis de mettre en place une politique de développement centrée sur le capital humain et le bien-être de chaque ménage. Madagascar est classé 171e sur 191 pays à l'indice de développement humain en 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement. Le Sénégal et l'ONU renforcent leur coopération. Ce 23 novembre, une maison des Nations Unies a été inaugurée dans la ville de Diamniadio, un événement présidé par le chef de l'État Macky Sall. Le bâtiment qui s'étend sur 12 hectares a été construit en fonction de 2 critères, éco-responsabilité et durabilité. Reportage de notre correspondant chez Omar Camara.
Dans une cérémonie solennelle, le président Macky Sall a inauguré le 23 novembre la Maison des Nations Unies au Sénégal, un siège régional symbolique qui abritera les 34 agences onusiennes basées dans le pays. Cet imposant édifice construit selon les normes écologiques et environnementales strictes va abriter les 34 agences onusiennes représentées au Sénégal, incarnant ainsi la vision One. Dans son discours, le chef de l'État a expliqué que cette maison était une contribution à la stratégie de l'organisation visant à créer une meilleure synergie entre ces différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement afin d'améliorer leur collaboration et leur efficacité. Cette cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unies marque une fois de plus l'attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarne l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C'est tout le sens de l'édification de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies. L'édification de ce somptueux complexe au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio marque l'attachement renouvelé du Sénégal aux Nations Unies. Elle deviendra un lieu de convergence des expertises et des ressources permettant aux agences onusiennes d'optimiser leurs efforts et de partager leurs meilleures pratiques. Cette maison est donc la vôtre, votre habitat commun. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler parce que nous voulons rester les Nations Unies. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l'idéal de notre organisation comme le veut sa charte. Conçue dans l'esprit de l'initiative du Bleu au Vert, la nouvelle Maison des Nations Unies incarne l'engagement de l'ONU envers l'autonomie énergétique et l'efficacité opérationnelle avec une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Elle utilise de manière optimale l'énergie solaire et dispose d'un système avancé de récupération et de traitement des eaux usées permettant leur réutilisation pour l'irrigation des espaces verts. Dans l'actualité également, le Nigeria toujours en quête de visibilité sur la scène internationale. Le pays d'Afrique de l'Ouest ambitionne de rejoindre les BRICS. Une ambition dévoilée par Youssouf Tougar, le ministre des Affaires étrangères, qui a notamment mis en avant le poids économique du pays. Selon la Banque mondiale, son PIB était chiffré à 477,4 milliards de dollars en 2022. Outre les BRICS, le pays entend aussi rejoindre le G20. Le président nigérian Bola Tinubu avait, dans cette perspective, pris part au 18e sommet du G20 organisé en Inde en septembre dernier. Le déficit de financement des infrastructures, un véritable défi pour l'Afrique qui tente d'assurer sa transition énergétique. Pour changer la donne, une alliance pour l'infrastructure verte en Afrique a vu le jour en 2022. Une initiative lancée par plusieurs institutions, dont la Banque africaine de développement. Son objectif, mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars de fonds pour la préparation et le développement de projets en phase de démarrage. Marcel Kouassi. Pour la Banque africaine de développement, la mobilisation de capitaux privés est essentielle pour combler le déficit de financement des infrastructures vertes en Afrique. Selon l'institution financière, la mobilisation de capitaux privés permettrait d'accélérer le développement des entreprises, mais également de soutenir la marge de manœuvre budgétaire limitée des gouvernements africains, qui représentent aujourd'hui la principale source de financement des infrastructures sur le continent. Amadou Hott, envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, revient sur cette priorité dans une interview exclusive accordée à Africa 24. La banque offre des financements très concessionnels aux États africains. Donc là, c'est les gouvernements qui reçoivent le financement et qui exécutent de gros projets d'infrastructure. On en a vu dans beaucoup de pays d'Afrique. Deuxièmement, la Banque africaine aussi fait la promotion du secteur privé dans les partenariats publics-privés. Au lieu que ce soit l'État qui s'endette pour investir dans les infrastructures, mais que le secteur privé
à travers un contrat équilibré, reçoit le mandat pour mobiliser les ressources. L'Alliance pour l'infrastructure verte lancée en octobre 2022 par l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa 50 compte lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage. Il est prévu également de générer 10 milliards de dollars d'opportunités d'investissement avec la contribution du secteur privé africain. Ce que l'Alliance pour l'infrastructure verte va mobiliser, c'est des fonds de préparation de projets, de développement de projets d'infrastructure verte à hauteur de 500 millions de dollars qui vont permettre de développer un portefeuille de projets avec le secteur privé à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc l'objectif de l'Alliance, c'est de mobiliser 10 milliards de dollars d'investissements pour lesquels, ou en tout cas au sein desquels l'État ne s'endette pas. En mobilisant des capitaux privés pour l'investissement dans les infrastructures vertes en Afrique, la Banque africaine de développement vise à améliorer le climat des investissements et des affaires, l'accès aux infrastructures sociales et économiques, favoriser le développement des entreprises sur le continent. L'Afrique du Sud prépare elle aussi sa transition énergétique. Le pays qui tente de réduire sa dépendance au charbon va bénéficier d'une enveloppe pour financer des projets d'énergie verte. Une enveloppe chiffrée à 1,9 milliard de dollars et décaissée par la Banque mondiale, l'Allemagne et la Banque africaine de développement. Catherine Gombey. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Allemagne ont convenu mercredi 22 novembre de fournir 1,9 milliard de dollars de financement pour le plan de transition énergétique juste de l'Afrique du Sud alors que le pays s'efforce de surmonter les pénuries d'électricité qui ont freiné la croissance économique au cours des 2 dernières années. Ainsi, la Banque mondiale fournira un prêt de 1 milliard de dollars pour une durée de 15 ans, le gouvernement allemand un demi-milliard d'euros pour 12 ans et la BAD de 300 millions de dollars pour 12 ans. As we navigate our way through this transition, we create jobs. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette transition, nous créerons des emplois, de nouveaux secteurs qui devront accompagner notre transition jusqu'au bout. Our transition as we move forward. Le projet aidera la compagnie publique d'électricité sud-africaine Eskom à mettre hors service la centrale électrique au charbon de Komati, vieille de 56 ans, à réorienter la zone du projet vers les énergies renouvelables et les batteries et à créer des opportunités pour les travailleurs et les communautés. Le rééquipement de la centrale permettra à Komati de produire environ 340 MW de nouvelles capacités de production, dont 50 MW d'énergie solaire photovoltaïque, 70 MW d'énergie éolienne et 150 MW de stockage d'énergie par batterie. Comme vous le savez, le projet est passé par les processus d'approbation de la Banque mondiale, de la Credit and Start for Wederopbouw, KfW et de la BAD. Nous avons donc maintenant un financement confirmé destiné à Komati pour la réparation et la réaffectation. Nous prévoyons de fermer 20 gigawatts de centrales à charbon d'ici 2035 et pour ce faire, nous aurons besoin d'environ 50 à 60 gigawatts d'énergie renouvelable et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés sur le marché pour obtenir des financements. La production d'électricité sud-africaine fortement dépendante du charbon est polluante et incapable de répondre à la demande. En effet, le pays produit environ 80% de ses besoins énergétiques à partir du charbon. Le déficit actuel d'approvisionnement en électricité est estimé entre 4 et 6 gigawatts, ce qui entraîne des délestages pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour et affecte la vie quotidienne de la population et les perspectives économiques du pays. Bien que l'accès à l'électricité soit élevé par rapport aux moyennes régionales, environ 10% des Sud-Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et 47% sont considérés comme pauvres en énergie. Un mot de sport à présent avec le tirage au sort des groupes pour les qualifications à l'Afro-Basket 2025. Les différentes sélections ont été réparties en 5 poules. Le groupe A est notamment composé du Mali, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Le point avec Chéromar Camara. Le tirage au sort des groupes pour les qualifications à l'Afro-Basket 2025 a été effectué le 24 novembre dans une cérémonie empreinte de suspense. Le Sénégal est logé dans le groupe C aux côtés du Cameroun, du Rwanda et un troisième adversaire, l'équipe qualifiée des zones 3 et 4. Dans le groupe E,
la Guinée devra affronter des adversaires redoutables tels que l'Angola, la Tunisie et le Kenya. Ces équipes sont réputées pour leur jeu dynamique et leur expérience, ce qui rendra la compétition encore plus passionnante. In February 2024, 4 teams from the zone En février 2024, 4 équipes issues des préliminaires rejoindront les 16 dernières équipes de l'Afrobasket 2021 pour disputer ces éliminatoires. Un nouveau cycle de compétition débutera avec les 20 meilleures équipes africaines pendant 12 mois. Ces équipes nationales auront l'occasion de mettre en valeur leur talent dans 16 matchs de haut niveau à travers le continent. Ces équipes nationales pourront apporter enthousiasme et joie à leurs supporters à domicile et à l'extérieur. Le groupe A réunit le Mali, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Dans le groupe B, le Cap-Vert fera face au Nigeria, l'Ouganda et le vainqueur entre la zone 1 et la zone 2. Enfin, la Côte d'Ivoire, finaliste de l'édition 2023, la Centrafrique et l'Égypte héritent du groupe D en attendant le vainqueur entre Madagascar et Djibouti. Ces équipes auront l'occasion de prouver leur valeur et leur capacité à rivaliser avec les meilleures formations du continent. Ces éliminatoires seront également une occasion pour les chaînes de télévision africaines de diffuser le basket de haut niveau à travers 10 tournois. À l'issue de ces éliminatoires, les 16 meilleures équipes d'Afrique joueront le tournoi le plus important du continent, qui est l'Afrobasket 2025. Cette campagne éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de basketball va débuter à partir du 19 février 2024, à l'issue de laquelle les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour la phase finale. La deuxième fenêtre de qualification est prévue du 18 au 26 novembre 2024. Enfin, la troisième et dernière fenêtre se jouera du 17 au 25 février 2025. Le pays hôte de l'Afrobasket masculin 2025 n'est pas encore connu. Le Maroc a remporté l'édition 2023 de la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.